Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année du réseau GVI sur la surveillance en santé des végétaux en Occitanie. On va attendre quelques minutes encore que les participants arrivent et on démarrera dans 2-3 minutes le webinaire qui durera jusqu'à midi. Donc pour ceux qui se sont connectés déjà, vous avez un module de conversation, vous pouvez échanger des éléments dans le module conversation. Et puis vous avez un module questions-réponses où vous pouvez poser vos questions. Euh, et on essaiera de relayer les questions aux intervenants durant le webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions-réponses. Et pour tous les participants qui sont déjà arrivés, n'hésitez pas à réagir dans l'onglet conversation pour me dire si vous voyez bien la diapo et le support de présentation du webinaire. Donc on va attendre encore 1 ou 2 minutes. Allez, on va commencer d'ici 1 minute. On attend encore les derniers participants. On devait être 35, mais je pense qu'il y a une fin d'année chargée pour tout le monde. Donc peut-être que certains n'ont pas pu se connecter. Donc on démarrera dans 1 minute. Ok, super. Donc on va bien le support de présentation. Merci Julien. Donc quelques infos logistiques. Donc vous pouvez échanger dans l'onglet conversation, réagir et également poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Le webinaire il sera enregistré comme chaque webinaire du réseau GVI quand on rediffusera sur le site internet du réseau GVI et sur la chaîne YouTube de Frodo Occitanie. Donc vous pouvez retrouver tous les webinaires du réseau GVI. Il y en a 4 par an qu'on propose et qui sont sur notre page web et sur la chaîne YouTube Frodo Occitanie. Également, les supports de présentation seront envoyés à tous les participants par mail à l'issue du webinaire. Donc on va démarrer, on est en petit comité aujourd'hui et justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir échanger avec nos intervenants. Donc bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier webinaire de l'année sur le thème de la santé du végétal en Occitanie. 1 heure ensemble pour découvrir comment participer à la surveillance du territoire en Occitanie. On a 2 intervenants aujourd'hui avec nous, Laure Durand-Lagarigue qui est chargée de mission Ecophyto à la DRAF Occitanie, et puis Emmanuel Sanquer qui est chargé de mission SOR, surveillance des organismes réglementés émergents à la DRAF Occitanie également. Je les laisserai rapidement se présenter quand ils prendront la parole. Pour rappeler le cadre de ce webinaire-là, donc le cadre général, on va dire, c'est le travail qui est effectué par Fredon Occitanie en tant qu'animateur de réseau. Donc Fredon Occitanie, je rappelle, c'est un organisme qui contribue à la surveillance du territoire en santé des végétaux. Emmanuel rappellera un petit peu l'organisation de cette surveillance en santé des végétaux en Occitanie. Et puis, Fredon Occitanie, c'est aussi un acteur qui anime des réseaux de professionnels. Et donc, vous faites partie, vous, aujourd'hui, en tant que participant du réseau GEVI, d'appui aux gestionnaires d'espaces végétalisés en Occitanie.
Le réseau GEVI, rapidement, c'est un réseau de gestionnaires, comme je le disais, qui accompagne au changement de pratique tout gestionnaire d'espace végétalisé, qu'il soit public ou privé. On effectue un appui individualisé, des interventions techniques, l'organisation de journées techniques, la création de ressources de communication, ressources techniques, des webinaires, etc. Et donc on est à votre disposition vraiment pour vous accompagner sur l'évolution de vos pratiques de gestion d'espaces végétalisés. On anime également une charte, la charte engagée pour le végétal, que je ne développerai pas ici aujourd'hui. Et donc c'est dans le cadre de cette animation de réseau qu'on propose un webinaire autour de la surveillance du territoire en santé des végétaux, dans le cadre de l'animation du bulletin de santé végétale, du bulletin de santé du végétal Occitanie sur la filière GEVI. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter comment participer à la surveillance du territoire en santé des végétaux en Occitanie. Et pour ça, on va vous présenter deux grandes composantes de cette surveillance en santé des végétaux. Je vais laisser donc la parole pour ce premier plan et ce premier point du webinaire à Emmanuel. Je le laisse se présenter et puis prendre le relais. Bonjour, on m'entend là, c'est bon? Tout va bien, ouais, on t'entend. Bonjour. Excusez-moi déjà de pas apparaître. Ma caméra a un souci. Parfois elle marche, parfois elle marche pas. Donc c'est un peu déconcertant. Donc je suis Emmanuel Sanquer, je travaille à la DRAF Occitanie au service régional de l'alimentation, dans une unité qui s'occupe de la santé des végétaux. Et donc, vous pouvez voir sur cette diapositive que, disons il existe une surveillance globale un peu des parasites des végétaux au niveau régional, enfin au niveau national et qui sont définis dans chaque région. Et donc, cette surveillance du territoire repose sur diverses composantes et qui vont s'attaquer à la surveillance donc, de deux grandes catégories de parasites des végétaux. Enfin, pour nous, en fait, il y a des organismes qui sont non réglementés. Donc, c'est des parasites, pour la plupart, que vous avez l'habitude de rencontrer. Ou, oui. Et puis, il y a une autre catégorie d'organismes qui sont réglementés ou émergents. On les appelle les ORE. Et ces organismes réglementés ou émergents sont définis au niveau européen. Et donc sur le tableau, vous voyez que la surveillance des organismes non réglementés, elle est assurée en forêt par le département santé et forêt. Sur les autres strates, donc filières agricoles et filières non agricoles, ces organismes non réglementés sont assurés, sont suivis par le réseau d'épidémiosurveillance, notamment les bulletins qui se traduit par les bulletins de santé du végétal. Et ensuite, les organismes réglementés font l'objet d'une autre surveillance qui, elle, est officielle. Et c'est une surveillance qui est assurée dans le cadre du passeport phytosanitaire. C'est une réglementation européenne qui concerne tout ce qui est production et circulation des végétaux. Donc, ces contrôles au titre du passeport et concerne le contrôle de tous les producteurs et revendeurs de végétaux et pépiniéristes, jardineries, etc. Et donc, il y a également, ce qui va faire l'objet d'une partie de cette présentation, la surveillance des organismes réglementés et émergents, qu'on appelle la SOR, et qui va surveiller un petit peu ces organismes réglementés en zone agricole et zone non agricole, hors forêt, puisque celle-ci est assurée par le DSF. Et donc, l'objectif de cette surveillance globale, c'est de connaître la situation phytosanitaire du territoire vis-à-vis des organismes. Et cette connaissance a un vrai enjeu, puisque c'est d'essayer de détecter le plus précocement possible de nouveaux organismes pour tenter de les éradiquer, et de pouvoir aussi justifier techniquement de l'absence d'organismes sur le territoire. Puisqu'il faut savoir que la présence d'un organisme sur notre territoire au niveau national, en fait, peut ouvrir ou fermer des marchés à l'export.
Euh, et donc, concernant les organismes réglementés, donc comme je l'ai dit, c'est une liste qui est définie au niveau européen et elle est mise en œuvre par chacun des pays européens. Et par contre, elle est complètement complémentaire à une surveillance des organismes qui ne le seraient pas et qui est assurée donc par le réseau d'épidémiosurveillance. Voilà un petit peu pour la présentation de cette diapo. On peut rajouter également, Emmanuel, que les raisons de ce suivi de ces organismes, qu'ils soient réglementés principalement, mais aussi non réglementés, mais principalement réglementés, c'est parce que, tu l'as peut-être déjà dit, mais il y a un impact potentiellement économique, mais aussi sur les écosystèmes de ces organismes. Et notamment, il peut y avoir également un impact en GEVI, puisque vous êtes principalement des gestionnaires GEVI. Et c'est pour ça qu'on suit ces organismes, qui sont des organismes exotiques et envahissants, hein, qui viennent d'autres régions du monde entier, que ce soit en Asie ou des États-Unis. On verra justement des exemples par la suite. Et donc c'est aussi une raison importante, hein, de pourquoi on suit ces organismes-là. Oui, oui, tout à fait. Je reviendrai un peu dessus à la diapo suivante, C'est ça. mais complètement, oui. Très bien. Donc pour démarrer concrètement sur comment participer à la surveillance du territoire en santé des végétaux, donc vous l'avez compris, ce matin on va présenter deux facettes de cette surveillance. Tout ce qui est épidémiosurveillance non réglementée, donc ça c'est fait l'objet d'un outil qui s'appelle le bulletin de santé du végétal en Occitanie. Et on verra ensuite, en point 3, quelques organismes, quelques exemples d'organismes non réglementés qui sont suivis dans le cadre du bulletin de santé du végétal GEVI. Et puis on terminera on enchaînera avec la surveillance d'État pour les organismes émergents et réglementés, avec, en point 5, quelques exemples d'organismes réglementés émergents où on a besoin aussi de vos partages d'observations et vos remontées d'observations. Et on vous expliquera aussi comment partager vos observations d'organismes en provenance de vos terrains. Donc je te laisse la parole, Laure, pour la première diapo sur le BSV GI. Tu as le micro coupé. Pardon. Tu nous as demandé de nous présenter au début. Donc, moi, c'est Laure Durand-Lagarigue. Je travaille pour le pôle éco-phyto Austral, au service régional de l'alimentation. Et je supervise la surveillance biologique du territoire, surtout les BSV, enfin, les bulletins de santé du végétal, dont je vais vous parler maintenant. Donc, le bulletin de santé du végétal, ce sont des bulletins de santé qui sont dédiés à chaque culture. Ça a démarré dans l'agriculture. Donc, pour chaque culture, il y a un bulletin. Quand c'est la saison, toutes les semaines, on se réunit avec des gens qui sont sur le terrain et ils nous remontent des informations. Et à partir de là, on établit une espèce de carte de l'état sanitaire de la culture pour la région. Donc là, c'est le bulletin de santé des végétales dédié aux jardins et aux espaces végétalisés et aux infrastructures. Donc, il va suivre l'état sanitaire des plantes des espaces verts, donc les parcs, jardins publics, les terrains de sport, le camping, tout ce qui est pas agricole en fait. Et concrètement, va permettre de repérer l'apparition de ravageurs, des maladies ou des espèces invasives et d'informer rapidement les collectivités et les professionnels, donc vous. Et l'objectif, c'est d'anticiper les problèmes, de diffuser des alertes quand c'est nécessaire et de proposer des conseils de gestion adaptés au zéro phyto puisqu'avec, puisque vous avez plus le droit au phyto. Voilà, pardon. Donc, bon, pour résumer, le BSVGV, c'est vraiment un outil de surveillance et d'aide à la décision qui permet à chacun de mieux protéger les végétaux et le territoire. Et pour ça, dans le BSVGV, on va surveiller vraiment les organismes non réglementés, puisque tout ce qui est réglementé, c'est fait par Emmanuel et son équipe, j'allais dire. Et il faut savoir que les organismes non réglementés, ils sont tout aussi impactants que les organismes réglementés. La seule différence, c'est qu'ils sont déjà là.
on les attend pas, ils sont déjà là et qu'on doit apprendre à vivre avec et à les gérer. Voilà. C'est à toi, Florian? Oui. Donc, Oui. vous pouvez retrouver alors les bulletins, les BSV, ce sont des bulletins, c'est-à-dire que ce sont des petits documents qu'on diffuse sur le site de la Fredon Occitanie, mais aussi ils sont diffusés sur le site de la DRAF. Donc, il y a une page dédiée à ces bulletins de santé du végétal. Je vous ai mis un extrait là pour vous montrer qu'on publie entre 2 et 4 bulletins de santé du végétal par an avec plein d'informations dedans. Donc, on a des informations sur des organismes réglementés en actualité et puis principalement des informations détaillées sur des organismes non réglementés, comme par exemple ici un bulletin de santé du végétal qu'on avait réalisé sur le tigre du chêne, par exemple. Dans ce bulletin de santé du végétal, vous pouvez aussi trouver des informations sur comment faire remonter vos observations, comment partager vos observations. Nous, avec Laure en Occitanie, on a déterminé 13 organismes qui ne sont pas réglementés, qui sont bioagresseurs des espaces végétalisés, avec plus ou moins d'impact. On retrouve par exemple à l'écran le tigre du platane, qui peut causer des dommages ou des problématiques chez les usagers aussi, lorsqu'ils se manifestent. Donc, vous pouvez faire remonter vos observations et les partager sur un outil qui est hébergé par le Muséum d'histoire naturelle qui s'appelle INPN Espèces. C'est une application qu'on installe sur son téléphone et qui permet de partager ses observations. Donc la quête, c'est une quête, elle s'appelle Alerte bioagresseur Occitanie. Quand on a lancé la quête cette année, en 2 mois, on a eu à peu près 120 observations, principalement la punaise diabolique, et ensuite des observations de tigre du platane, et puis euh, de Sidalima perspectalis, donc, qui ravage les buis. Voilà, donc c'était les principales observations. Il y a eu des observations de charançon, par exemple, de l'agave. Il y a eu d'autres espèces qui ont été partagées. Voilà. Cette quête, elle a pu être utilisée par les observateurs pendant plusieurs mois. Cet été, il y a eu donc une cyberattaque du MNHN et donc la quête aujourd'hui, elle est plus active, mais elle va être réactivée très bientôt, espérons-le. Et donc vous pourrez partager vos observations via cet outil-là. En attendant, si vous avez des observations à partager, vous pouvez me les faire remonter directement euh, par mail, à mon mail directement. Donc vous retrouverez les 13 organismes non réglementés bioagresseurs des espaces végétalisés, encore une fois, sur la page de la Fredon Occitanie, sur le site du réseau GEVI. Comme le disait Laure, hein, le BSV, c'est aussi un appui pour mieux gérer les espaces végétalisés face à ces bioagresseurs, avec par exemple des méthodes de gestion, quand elles existent, qui peuvent être diffusées dans ce bulletin de santé du végétal. Par exemple, ici, les moyens de gestion du tigre du platane en zéro phyto, qui avait été diffusé cette année dans un des bulletins de santé du végétal. Malheureusement, parfois, il n'existe pas de solution de gestion curative. Et donc là, il faut faire appel au bon sens et, comme le disait Laure aussi, apprendre à vivre avec certaines espèces qui parfois ne causent pas tant de dégâts, si vous voulez, sur les espaces végétalisés, mais qui causent plutôt des dérangements réguliers à certaines périodes. Effectivement, après, on va le voir plus tard, il y a des espèces qui peuvent quand même causer des problématiques sur le végétal en lui-même. Donc là, on vous propose quelques exemples, 3 exemples d'espèces non réglementées qu'on retrouve dans les espaces végétalisés en Occitanie et auxquels vous avez déjà été confrontés, bien évidemment. Donc, on va vous parler de la punaise diabolique, Hyalomorpha alice, qui est une petite punaise brun marbré de 12 à 17 millimètres. Sa caractéristique, et c'est à ça qu'on la reconnaît, c'est qu'elle a des petites taches. Alors, j'allais faire un geste, mais vous ne le voyez pas. Des petites taches sur les antennes.
et elle est extrêmement odorante. Elle pue quand elle est dérangée ou quand on l'écrase. Le problème, c'est qu'elle est très polyphage. Elle va s'attaquer, à des arbres fruitiers comme les pommiers, cerisiers, citronniers, à la vigne, au maïs, au soja, mais ça, vous intéresse moins. Et dans les espaces verts, elle va attaquer, par exemple, les acères, les salix, les hibiscus, voilà. Et elle est présente en France, partout depuis 2012 et elle est largement installée sur le territoire. Heu Elle est fréquente donc dans les parcs, jardins, on la trouve partout, de toute façon, les potagers, et le problème, c'est qu'elle rentre dans les maisons, pour hiverner et quand il y a une grosse infestation, ça peut être vraiment très pénible pour les usagers. Je reviens sur la description pardon, reviens, en avant. Sur la description de la punaise, ça, c'est la forme adulte. En fait, ce que vous avez la photo d'en dessous, c'est des petites, fraises rouges qui ont l'air très mignonnes. C'est déjà la punaise, c'est une ponte et des larves L1, un premier. Donc ça, c'est quand elles sont, petites, elles sont comme ça, faut bien les repérer et après, elle est en forme juvénile, la photo d'à côté, bah, on les reconnaît toujours à leurs petites taches, même là, on les voit sur les antennes, alors qu'elle a pas tout à fait la forme de l'adulte. Donc, elle hiverne, sous forme adulte sur leur hôte. Dès le printemps, elles pondent des œufs, elles ont plusieurs stades et elles ont 1 à 2 générations par an, ce qui est pas énorme pour des insectes et dès l'automne, elles recherchent des abris et donc j'ai dit une bêtise. Oui, pardon, des abris pour hiverner. Elles rentrent donc dans les maisons ou dans des bâtiments mais c'est là que elles infligent des dégâts donc aux plantes parce qu'elles les piquent, donc ça fait des déformations sur les fruits, ça fait des pertes de qualité, des taches, ça décolore les feuilles, ça affaiblit des végétaux et par contre, c'est vraiment pour les communes, c'est vraiment une forte nuisance, pour les usagers. C'est surtout ça qui est embêtant. Il faut pour la gérer, il faut avoir l'œil, éliminer dès qu'on voit des pontes, enlever les feuilles, et bien repérer aussi les formes juvéniles. On peut aspirer les individus quand ils sont rentrés dans les bâtiments. Alors, pour se protéger à l'automne, on peut poser des moustiquaires pour colmater les ouvertures. Il n'y a pas vraiment de produit, hein, pour l'éliminer. C'est vraiment, de l'observation, être vigilant et puis, enlever les pontes au fur et à mesure et faut pas chercher à l'éradiquer, hein. Faut surtout, chercher à limiter la population. Voilà. Il faut pas l'écraser parce qu'elle pue beaucoup. La 2e, Le deuxième insecte que vous voulez vous présenter, c'est le tigre du platane, Corythucha ciliata, qui est un petit insecte piqueur, suceur. Fait environ 3-4 millimètres. Il est blanchâtre avec de la dentelle et sa caractéristique, c'est qu'il fait des boules. Il a des boules. Il est très très joli comme insecte. Et on le repère parce qu'il laisse des petites déjections sur les feuilles. Ça fait comme des petits pains noirs, ça mouchette la feuille, sous la feuille, hein. Il est originaire d'Afrique du Nord, il est présent en France, depuis les années 70, donc il est très, très répandu et ici à Toulouse, c'est une vraie nuisance. L'été, on en a plein, vous ne pouvez pas vous balader sans vous retrouver avec, des tonnes de vous en ramenez à la maison, des tonnes dans les cheveux. Pour les habitants, c'est vraiment un problème. Il hiverne donc lui, il hiverne sous l'écorce, et dans les feuilles mortes. Et il hiverne sous forme adulte et il va avoir les premières pontes au printemps. Lui, il a 2 à 3 générations par an et il a une population qui explose l'été.
Sur la deuxième photo, vous pouvez voir, il y a 2 tigres avec les déjections. Ça, c'est très, très caractéristique, c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est pas très grand. En plus, la bestiole, elle est un peu enfin, le tigre, il est un peu transparent, donc il est pas tout de suite, si on le cherche pas, on peut passer à côté. On passe à côté de lui, mais pas de ses dégâts. C'est, il a sur les faces supérieures, il va entraîner une décoloration des feuilles et tout l'arbre va prendre un aspect un peu grillé prématurément quand il y a des fortes infestations et que ça va faire chuter les feuilles, précocement et c'est une vraie nuisance comme on disait pour, les usagers, c'est surtout ça, hein. C'est, l'arbre il va pas mourir mais c'est très désagréable et puis c'est pas très beau. Donc on avait relayé des éléments pour gérer les populations de tigres du platane. Alors, il n'y a pas de solution miracle, hein, mais c'est des cocktails de solutions qui peuvent être essayés. Donc déjà, il y avait eu un programme piloté par Plantécité, le programme Pétale, en 2015-2016, qui avait mis en avant plusieurs moyens de gestion. Donc, éviter les tailles drastiques qui favorisent l'apparition de suppléants appréciés du tigre. Favoriser les auxiliaires naturels comme les chrysopes en plantant des essences diversifiées et fleurissantes précocement. Donc vous avez quelques exemples d'essences à planter pour favoriser l'accueil des chrysopes. En hiver, dans les haies, les chrysopes prennent refuge dans les feuilles persistantes et les feuilles mortes enroulées. Et puis en été, l'idée c'est de planter des bancs enherbés spontanés ou des bancs fleuris qui constituent des sites nourriciers. Donc là, on parle de Chrysoperla lucasina, qui est la chrysope qu'on retrouve dans nos régions ici, en Occitanie principalement, et qui peut être là naturellement, puisque c'est un insecte indigène, hein. Il est aussi possible d'effectuer des lâchers de chrysopes, qui constituent un moyen de lutte efficace, hein, en protection biologique intégrée. Il y a d'autres manières de gérer également, utiliser des nématodes entomopathogènes non indigènes. Donc ce ne sont pas des produits phytosanitaires, ils ne sont pas considérés comme produits phytosanitaires. Donc ça c'est important de le rappeler. Et puis planter une variété de strates diversifiées est toujours intéressant quand on parle de strates, que ce soit une strate arborée ou arbustive, avec des essences diversifiées. Pourquoi? Parce que ça augmente la difficulté des bioagresseurs à identifier leurs plantes hôtes. Et puis, ça augmente toujours le nombre de prédateurs ou parasites des bioagresseurs qu'on vous présente aujourd'hui. Donc ça, c'est des règles un petit peu communes. C'est toujours d'essayer de diversifier autant que possible dans vos espaces végétalisés en essence et en strates. Moi, je vous présente un dernier organisme non réglementé qu'on a souhaité partagé dans le bulletin de santé du végétal et pour lequel on a besoin de remontées d'observation. C'est pas évident à observer, c'est un petit coléoptère phytophage, Monoxia obesula, chrysomèle américaine ou chrysomèle tachetée. Petit coléoptère phytophage qui est tout petit, hein, quelques millimètres, et qui présente des élytres, vous voyez sur cette photo en bas à droite, avec des lignes de points marrons, et s'observe principalement sur des végétaux de la famille des amarantacées, notamment sur les atriplex. Les atriplex, ce sont ces buissons qu'on retrouve sur le littoral et le rétro-littoral, mais qui peuvent aussi être plantés ailleurs en Occitanie, et qui forment des linéaires parfois et dans vos communes, mais aussi qui se retrouvent dans beaucoup d'espaces naturels, notamment les zones humides périphériques des lagunes, etc. Donc c'est une bestiole, c'est un petit coléoptère qui est originaire d'Amérique du Nord et qui est apparu en Europe en 2013 en Espagne et détecté en France en 2021, pas loin de nos locaux, c'est-à-dire à Frontignan et à Metz, autour du bassin de Thau. Les dégâts occasionnés, les larves sont mineuses de feuilles de végétaux de la famille donc des amarantacées, plus principalement donc des atriplex, notamment Atriplex salimus. Donc ça va créer des foliations qui peut causer la mort des sujets. Pas forcément de nuisances usagères remontées, mais voilà, elles peuvent
les adultes peuvent se retrouver aussi sur d'autres espèces de Chenopodiacées, avec une consommation des feuilles plutôt côté phytophage. Malheureusement, je ne vous présente pas de moyens de gestion, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de moyens de gestion, mais en tout cas, on constate qu'il y a cette observation sur tout le pourtour méditerranéen. Et donc, on est vraiment intéressé par des remontées d'observation si vous en faites. Donc voilà pour la première partie dédiée à la surveillance des organismes non réglementés via le bulletin de santé du végétal GEVI. Donc pour conclure, je rappelle, abonnez-vous à ce bulletin de santé du végétal sur notre page dédiée au BSV GEVI sur le site du réseau GEVI. Il Et est puis, gratuit, je voulais le dire. bien sûr, c'est gratuit. Et puis, partagez vos observations. Aujourd'hui, la quête alerte bioagresseur Occitanie, elle est inactive, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, vous pouvez nous faire remonter vos observations directement par mail à mon mail. Et dès que la quête sera activée de nouveau, je vous ferai part de ça. Et vous pourrez partager cet outil de science participative autour de vous. Donc, voilà un premier moyen de contribuer à la santé, à la surveillance en santé des végétaux sur le territoire. C'est vraiment partager ces observations sur les 13 organismes identifiés dans le cadre du BSV GEVI en Occitanie. Et maintenant, on passe à la surveillance d'État pour les organismes émergents et réglementés, cette fois par l'Europe. Donc, je laisse la parole à Emmanuel qui va vous présenter le cadre et puis ensuite faire un focus sur plusieurs organismes que vous connaissez pour certains. Oui, merci. Alors, donc l'ASOR, donc c'est la surveillance des organismes réglementés émergents, hein, comme comme je l'ai un petit peu présenté tout à l'heure. Donc, comme je l'ai dit, hein, ces organismes réglementés le sont au niveau européen. Euh, et donc après, voilà, il y a des sous-catégories. Disons que dans les organismes réglementés, il y en a qui sont de quarantaine et d'autres qui ne sont pas de quarantaine. Alors donc l'ASOR vise les organismes réglementés de quarantaine. Ce sont des organismes en fait de lutte obligatoire qui sont considérés comme pouvant être très impactants sur des filières et qui ne sont pas encore présents sur le territoire européen, ou alors lorsqu'ils le sont, ils le sont encore sous forme de foyers contre lesquels on lutte. Et donc, ces organismes de quarantaine font l'objet d'une surveillance généralisée, donc au niveau de l'import, au niveau de la production végétale et en termes de surveillance de territoire à travers la SOR. Donc, cette surveillance, elle est officielle et donc elle est assurée pour cela par la DRAF et par la FREDON, la FREDON est organisme à vocation sanitaire et donc elle bénéficie d'une délégation d'activité officielle. Et du coup, il n'y a que ces deux structures en fait qui peuvent réaliser cette surveillance officielle avec des prélèvements et des analyses officielles. Et donc, la SOR, alors, donc, on va parler aujourd'hui de la GEVI, mais sachez que voilà, elle est appliquée sur toutes les filières agricoles. Également sur les forêts et bois, donc par le département santé et forêt, et donc en GEVI. Donc vous voyez qu'en 2025, par exemple, il y avait 146 inspections programmées en GEVI. Ça fait partie donc du coup quand même d'une filière assez importante, surtout que plus important que le nombre, la spécificité de la surveillance en GEVI, c'est qu'elle est très chronophage et qu'une inspection prend énormément de temps. Et donc, les modalités de la surveillance, c'est la plupart du temps des examens visuels. Donc, un inspecteur se déplace et puis regarde, observe les végétaux, mais c'est aussi la pose de pièges et également des prélèvements asymptomatiques, donc des prélèvements sur des végétaux sans symptômes. Et c'est bien sûr aussi, dès qu'on a une suspicion, lorsqu'on organe via un examen visuel, dès qu'il y a des suspicions d'organisme, on fait des prélèvements sur symptômes. Et donc, toute cette surveillance donc, est basée sur des instructions techniques et des protocoles nationaux. Et donc, la SOR, c'est la recherche d'organismes réglementés là où il n'est pas encore présent. Du coup, lorsqu'il y a des foyers qui sont présents,
bah, du coup, à l'intérieur de ces foyers, bien sûr, on arrête de surveiller cet insecte, enfin c'est l'organisme concerné, et on n'est plus sur des mesures de gestion de foyer. Alors la diapo suivante. Donc en GEVI, du coup, on va surveiller de très nombreux sites. Donc là, vous avez un petit peu tous les sites qui sont concernés. Donc c'est l'environnement des aéroports, des ports, des marchés d'intérêt nationaux. C'est des inspections dans les villes, dans les campings, les stades, les golfs, les hippodromes. C'est des inspections aussi tout autour des voies ferrées, des routes, autoroutes, des zones industrielles, des zones commerciales, des cimetières, des parcs de loisirs, aussi en zone naturelle ou semi-naturelle, les friches, et aussi tout ce qui est les parcs botaniques, les collections botaniques. Parce qu'en fait, donc, il y a, que- comme comme le disait Florian, en fait, hein, ces organismes réglementés, donc, ils circulent via le commerce, avec donc les marchandises et les plants. Il y en a énormément qui viennent du coup maintenant d'Asie. Et c'est vrai qu'avec les hivers qui sont de plus en plus doux, bah, ces organismes, en fait, qui sont souvent exotiques, bah, ils arrivent à passer l'hiver maintenant chez nous et à s'installer. Et c'est vrai qu'on en remarque enfin, on en trouve de plus en plus. Et c'est pour ça aussi que du coup, la surveillance en GEVI est assez essentielle parce que du coup, ces parasites, bien souvent, avant d'être trouvés sur des vergers, sont d'abord trouvés bah, sur des endroits où il y a une forte activité humaine. Donc là, vous voyez un petit peu sur le diagramme, bah, la programmation sort 2025 en Occitanie, donc un petit peu par catégorie. Donc vous pouvez voir qu'il y a, donc en vert, vous avez le nombre d'examens visuels, en rouge, la pose de pièges, et en bleu, les prélèvements asymptomatiques. Euh, et vous voyez que, par exemple, oui, il y a beaucoup, par exemple, ce qui peut ressortir aussi, c'est beaucoup d'observations sur les parcs botaniques, parce que nombre parasites aussi peuvent arriver par des échanges de matériel végétal entre collectionneurs. Et donc, c'est un risque important qui fait l'objet d'une surveillance un peu renforcée. Et aussi, beaucoup d'examens en zone naturelle et semi-naturelle. Et ça, c'est par rapport à la surveillance de la bactérie Xylella fastidiosa. Et donc d'ailleurs, euh, en GEVI, les prélèvements asymptomatiques que nous pouvons réaliser sont pour la recherche de Xylella fastidiosa. La pose des pièges, elle va concerner quelques parasites comme le scarabée japonais Popillia japonica, un thrips qui n'est pas encore présent chez nous, le Certothrips dorsalis, des cicadelles, Pocasia chantuensis qui est la cigale à ailes brunes, et aussi Pitiophthorus juglandis qui est la maladie des mille chancres du noyer, où on essaye de piéger le scolite qui est vecteur de cette maladie. Et par contre, en termes d'examen visuel, je ne les ai pas cités parce qu'il y en a une quarantaine. Et donc, c'est aussi bien des insectes que des maladies. Diapo suivante. Donc, du coup, là, on a fait le choix un petit peu de vous présenter quelques organismes réglementés qui sont à enjeu en Occitanie et qui vous concernent aussi en GEVI. Donc c'est le chancre coloré du platane, donc Ceratocystis platani, que l'on connaît bien maintenant, qui est largement présent, mais qui est toujours un organisme de quarantaine en fait de l'Union européenne et pour lequel du coup il y a une lutte obligatoire et des gestions de foyer. Donc le chancre coloré est présent en France depuis pas mal de temps maintenant, et il est largement présent en Occitanie. Vous pouvez voir sur la carte hein, que déjà, il est tout le long du canal du Midi, mais il y a aussi donc de nombreux autres sites, hein, c'est toutes les zones colorées, nombreux autres foyers de chancre du platane. En 2024, il y avait 577 platanes qui ont été notifiés pour arrachage.
Ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'à chaque fois, il y avait un platane infesté, et donc du coup, il y avait l'arrachage du platane infesté et des platanes se trouvant dans les 35 mètres aux environs. Et donc, le chancre du platane est un champignon qui circule dans la sève et qu'on retrouve même dans le bois mort de platane. Et donc, du coup, qui est véhiculé par par les outils de taille, et enfin par les outils de travail du sol également, et qui peut être véhiculé par la terre également, et aussi par l'eau qui peut transporter des spores. C'est pour ça que le canal du Midi est si infesté, et qui aussi circule de proche en proche, d'arbre en arbre, parce que donc les racines souvent fusionnent entre arbres proches, donc, et du coup propagent le champignon. Là, sur la photo, vous voyez des symptômes de chancre. Donc, ça fait des espèces de, comme on dit, de flammes un peu violettes. Et ensuite, il y a l'écorce qui se craquelle. Alors, diapo suivante. Donc, les symptômes, donc voilà, hein, comme j'ai dit, donc c'est des lésions de couleur bleu, noir ou violette au niveau de l'écorce, des troncs et des branches. Ça entraîne un affaiblissement de l'arbre. Donc, on commence à voir un petit peu des dessèchements de certaines charpentières. L'écorce se dessèche progressivement, mais elle reste accrochée à l'arbre. Puis, l'arbre finit par mourir, hein, en 2-3 ans. Donc, il faut savoir qu'il y a un règlement, qu'il y a un arrêté préfectoral qui définit les communes infestées et les mesures à mettre en œuvre. Et donc, pour toute intervention à proximité de platane, euh, il faut se demander si on est dans une zone délimitée ou non. Donc, il faut savoir que les zones délimitées, c'est à peu près 300 communes. Et on peut très facilement connaître le statut de la commune en allant sur le site de la DRAF Occitanie, sur lequel vous trouverez une carte dynamique où vous cliquez sur la commune et vous savez si elle se trouve en zone délimitée ou non. Et si vous êtes en zone délimitée, il y a une déclaration préalable obligatoire pour tous travaux, et ça concerne aussi bien des travaux sur le platane comme de l'élagage que des travaux à proximité des platanes comme des travaux de BTP. Et donc, lorsqu'on est en zone délimitée, donc on fait une déclaration préalable. Et ensuite, cette zone délimitée, ça peut être une zone infestée. Dans ce cas-là, c'est un formulaire papier ou une zone tampon. Dans lequel il n'y a pas encore, c'est une surveillance renforcée, mais il n'y a pas encore la maladie. Et dans ce cas-là, c'est une simple déclaration sur démarche simplifiée. Et donc, vous trouverez donc sur le site internet de la DRAF un guide de bonne pratique, l'explication un peu de toutes ces mesures à mettre en place, et voilà, toutes les infos utiles. Et on reste bien sûr à votre écoute pour toute question. Donc sur les photos, voilà, hein, vous trouvez des arbres qui sont complètement desséchés et un travail de désinfection des outils. Euh, Disons que ce soit en zone délimitée ou non délimitée, lorsque vous avez du travail à proximité des platanes, vraiment, il faut demander à l'entreprise de désinfecter les outils, parce que trop souvent, en fait, c'est ainsi que se propage la maladie. Et l'impact est quand même parfois très, très lourd, hein. Lorsqu'un platane est infesté, donc déjà, il va mourir en 2-3 ans. Les platanes proches finiront par mourir aussi. Et donc, du coup, il y a des abattages, l'abattage du platane. Et parfois, c'est un vrai drame pour la commune parce que c'est des platanes qui ont des centaines d'années, qui sont en plein milieu d'une place et qu'il faut abattre. Donc, vraiment, je peux que vous encourager à imposer à toutes les entreprises qui peuvent intervenir de désinfecter les outils. Alors, donc un autre parasite qui touche cette fois le pin, c'est la cochenille tortue qui s'appelle Toumeyella parviconis. Donc c'est également un organisme de quarantaine de l'Union européenne. Il est originaire de Floride et il est présent en Italie depuis 2014.
et il a été détecté en France en 2021 autour du golfe de Saint-Tropez dans le Var. Et donc, il touche maintenant 13 communes du Var, mais c'est tout. Donc, ces hôtes, ce sont les pins. Donc, en premier lieu, le pin parasol, puis le pin maritime, puis le pin noir, puis le pin sylvestre. A priori, il n'attaque pas le pin d'Alep. Ces symptômes, donc c'est une cochenille, donc un insecte piqueur-suceur, qui va entraîner donc du coup du miel abondant et du développement de fumagine. Donc, on peut voir sur les photos, hein. Donc, donc, cette cochenille est à la base un petit peu des aiguilles de pin. Et donc, les aiguilles se retrouvent à noircir de fumagine. Et on peut trouver aussi des traces de fumagine donc, du coup, qui tombent de l'arbre et qui se retrouvent sur les végétaux qui sont sous l'arbre. Euh, Sur la photo, vous voyez aussi, il entraîne petit à petit un dépérissement de l'arbre et donc la mort de l'arbre. Quand l'arbre est affaibli, d'ailleurs, il peut devenir la cible d'autres parasites comme l'illésine. Donc c'est un parasite qui n'est du coup encore pas tellement présent chez nous et qui représente vraiment un danger pour les pins. Et donc, c'est très important de le signaler si jamais vous avez des suspicions. Donc, la propagation se fera via les plants que l'on peut acheter, mais aussi via le vent et les véhicules. Et donc, en GEVI, nous, en SOR, on va le surveiller à travers des observations visuelles. Diapo suivante. Donc, un autre nématode très important, entre guillemets, qui concerne le pin, c'est le nématode du pin, Bursaphelicus xylophilus, donc, qui a fait un petit peu l'actualité récemment. Donc, c'est un organisme de quarantaine prioritaire pour celui-ci, du fait de sa dangerosité pour les pins. Étant prioritaire, ça veut dire qu'il fait l'objet ça veut dire qu'il est surveillé chaque année et qu'il fait l'objet d'un plan d'intervention d'urgence qui est défini nationalement. Donc, c'est un nématode qui est originaire d'Amérique du Nord, qu'on trouve maintenant en Asie et en Europe. Il est quand même assez bien implanté au Portugal et en Espagne, et près de la frontière Espagne-France. Et donc, donc, il fait l'objet d'une surveillance très poussée. Il fait l'objet, en fait, du traitement thermique de toutes les palettes qui circulent à l'international. Et donc, il a été détecté tout récemment, en novembre de cette année, sur un peuplement de pins maritimes dans le département des Landes. La forêt des Landes était très surveillée parce que potentiellement, ça peut être une catastrophe économique, l'installation de ce nématode. Et donc, il a été tout récemment détecté dans la forêt des Landes. Donc, cet hôte s'attaque aux conifères et plus spécifiquement aux pins, et surtout pin maritime, pin sylvestre et pin noir. Donc, les symptômes, ils ne sont pas tellement caractéristiques, hein. Le nématode, c'est un ver microscopique, vous l'avez sur la photo là, et qui va bloquer la circulation de la sève et du coup entraîner le jaunissement puis le flétrissement du pin et sa mort assez rapide. Et donc, en fait, voilà, en fait, lorsqu'on nous signale des pins dépérissants, on se déplace pour faire une analyse. En fait, il n'y a qu'un laboratoire qui peut confirmer la présence du nématode. Et donc, l'introduction du nématode peut se faire par des plants qui sont déjà infestés ou des produits bois qui sont infestés, hein. Par exemple des grumes, des emballages bois, des palettes, des écorces. Donc tout ça fait l'objet d'une surveillance. Et donc ensuite, il est propagé par un insecte vecteur. Cet insecte, il est déjà largement présent en France. C'est un longicorne du genre Monocamus qu'on peut voir entre avril et octobre. Et donc, jusqu'à présent, en fait, ou bien on détectait le nématode dans des palettes, donc, ou bien on détectait le vecteur, mais qui n'était pas porteur du nématode.
Donc, c'est un petit peu les deux ensemble qui représentent vraiment un danger. Et donc, cette détection récente de novembre, c'est parce que c'était la première fois qu'on en trouvait sur un pin en pleine forêt. Donc, voilà. Alors, la diapo suivante. Donc, un dernier parasite qu'on voulait vous présenter. Donc, c'est le scarabée japonais Popia japonica. Donc, lui aussi, c'est un organisme de quarantaine prioritaire parce qu'il est dangereux pour un très grand nombre de cultures. Il est très polyphage. Il y a à peu près 400 espèces qui peuvent être hôtes, dont des fruitiers, mais aussi la vigne, les rosiers, le tilleul. Donc c'est un coléoptère qui est originaire du Japon et de Russie et qu'on observe en Europe depuis 2014. Donc il y a des foyers en Italie, en Suisse, en Slovénie, et donc des captures aussi en Allemagne, en Autriche, en Espagne. Donc du coup, il est vraiment à nos frontières. Cet été, on en a un petit peu entendu parler aux infos parce il a été capturé dans un piège en Alsace. Donc voilà, on s'attend un petit peu chaque année à ce qu'il s'installe chez nous. Euh, donc sa biologie, c'est les larves qui vont se développer. Donc c'est des grosses larves, comme des hannetons, qui se développent dans les prairies et dans les gazons. Donc là, vous avez une photo, ça entraîne du coup, ça entraîne des taches jaunes puis brunes sur les gazons. Puis ensuite, c'est l'adulte qui va sortir. Donc l'adulte, il ressemble à un petit scarabée. Il a la taille d'un grain de café, hein. C'est pas très très gros. Et, euh, et cet adulte, ensuite, va quitter cette zone d'herbe ou de gazon pour attaquer tout ce qui est arbuste. Et vraiment, il va grignoter, il va faire des feuilles de la dentelle. Et il peut consommer aussi les fleurs et les fruits. Et ce parasite, on peut facilement le voir en été, enfin, lorsqu'il est présent sur le territoire. Et donc, c'est un insecte que l'on dit autostoppeur parce qu'en fait, il peut facilement circuler, enfin, se retrouver dans un véhicule du coup, se retrouver comme ça à contaminer, à infester de nouvelles zones. Et c'est pour ça que nous, en fait, la surveillance de ce parasite se fait beaucoup sur les aires d'autoroute et en bordure de route. Parce que on s'attend à le trouver avant tout, enfin de façon précoce, plutôt dans ces endroits-là. Donc si vous avez, alors voilà, j'ai mis une petite photo tout en bas d'un scarabée qui ressemble énormément, hein, et qui pourtant n'en est pas, hein. Donc des confusions sont possibles. C'est pour ça qu'en fait, il y a toujours eu une validation par une analyse de laboratoire, hein, donc là par des entomologistes. Donc on fait des prélèvements. Par contre, la caractéristique de Popilla, c'est qu'il a des petites soies blanches sur le côté. Voilà. Et donc, si jamais vous avez une suspicion, il ne faut pas hésiter à nous en faire part. Et par contre, pensez bien voilà, à capturer l'insecte. Donc, vous le mettez dans l'alcool, vous faites un passage au congélateur pour le tuer. Mais voilà, ne vous débarrassez pas de l'insecte, car voilà, si vous nous le signalez et qu'on va voir, bah, c'est important qu'on puisse repartir avec un insecte pour confirmer la détection. Diapo suivante. Et donc, du coup, donc tout ce que enfin, voilà, la SOR, donc c'est une surveillance qui est programmée annuellement, mais à côté de cette SOR programmée, donc il y a les signalements qui sont tout aussi essentiels et qui sont parfois même, enfin, finalement plus efficaces. Euh, et donc, on a créé pour cela, pour un petit peu centraliser tous les signalements, un outil de déclaration sur démarche simplifiée. Donc là, vous avez un lien vers l'article sur lequel on trouve l'accès à démarche simplifiée. Et sinon, le QR code vous donne directement accès à démarche simplifiée. Donc, il faut avoir un compte démarche simplifiée, mais c'est vrai que tout le monde, enfin, on en a de plus en plus parce que finalement, c'est largement utilisé maintenant par beaucoup d'administrations. Et on peut vraiment faire un signalement en 2-3 minutes, hein. C'est très facile. Et voilà,
Par contre, c'est un site qui est dédié à des signalements en Occitanie et pas hors Occitanie. Diapo suivante. Et donc, c'est un site qui est dédié donc au signalement d'organismes réglementés ou émergents. Donc voilà, donc voilà, on est preneur de tous les signalements, mais voilà, signalez-nous des choses, des parasites qui sortent de l'ordinaire. Voilà, donc du coup, on explique que voilà, les observations de papillons palmivores, de punaises diaboliques, de capricornes, de tigres, bah, c'est pas le lieu de ce signalement. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est des insectes qui sortent de l'ordinaire, que vous n'avez pas l'habitude de voir, et, euh, et ainsi, enfin, on les traitera tous. Donc, ce site existe depuis mars 2025. Donc, cette année, on a eu, enfin voilà, maintenant, on en a un peu plus, mais il y a eu 350 signalements. Donc là, vous voyez alors qui concerne principalement, en fait, ce sont des signalements pour beaucoup de la part de particuliers et qui concernent le secteur ornemental. Donc on peut voir, hein, là, c'est beaucoup de signalements sur le platane. Donc là, sur les platanes, ça peut être aussi les collectivités, hein, qui signalent des platanes dépérissants. Donc sur le mûrier platane aussi, sur les agrumes. Diapo suivante. Donc vous verrez un petit peu, voilà, c'est en lien avec les parasites qui nous sont signalés, hein. Donc il y a beaucoup de signalements qui concernent le chancre du platane et qui concernent deux parasites réglementés dont j'ai pas parlé, mais qui sont maintenant pas mal présents chez nous. C'est l'aleurode épineux du citronnier, Aleurocantус spiniferus, d'où les signalements sur agrumes, parfois sur rosier, voilà. Et c'est aussi beaucoup de signalements qui concernent le longicorne tigre, Xylotrichus chinensis, qui s'attaque au mûrier platane. Euh, donc ces signalements que vous pouvez nous faire, voilà, ils nous sont très utiles pour des foyers existants, en fait, parce qu'ils permettent d'avoir un suivi un petit peu de l'évolution de ces foyers. Et les signalements permettent aussi donc de détecter des parasites qu'on ne connaissait pas encore chez nous, hein. Par exemple, l'aileron épineux du citronnier a été détecté via un signalement et pour le coup sur l'application que vous a présenté Florian tout à l'heure. Récemment, on a eu un signalement sur le charançon noir du figuier, voilà, qu'on n'avait pas encore observé en Occitanie et qui maintenant est observé. Et en tout cas, voilà, donc faites un signalement. Après, voilà, hein, enfin, n'hésitez pas, on préfère qu'il y ait un signe, dans le doute, faites-le sur démarche simplifiée, hein, et puis de toute façon, on le traitera et on vous fera une réponse. Ça nécessitera ou non un déplacement par un inspecteur pour faire un prélèvement. Ça, on voit au cas par cas. Et en tout cas, voilà, si vous signalez quelque chose, ne détruisez pas le végétal concerné, ni l'insecte que vous avez pu observer avant que l'on prenne contact avec vous. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci Emmanuel. Donc en synthèse, hein, si c'est réglementé et comment connaître les organismes réglementés, vous allez sur la page surveillance du site de la Fredon Occitanie, vous avez tous les organismes réglementés. Si c'est pas réglementé, on l'a vu tout à l'heure, hein, la punaise réticulée du chêne, voilà, Monoxia obesula, etc. Vous pouvez le partager, donc m'envoyer un mail directement et dans l'attente du rétablissement de la quête INPN espèce alerte bioagresseur Occitanie. Donc il y a deux outils quand on parle de santé des végétaux en Occitanie qui sont pilotés par la DRAF et la Fredon Occitanie. Après, Merci. Ouais. oui, pardon, juste voilà, pour compléter, voilà, enfin, si vous vous trompez, enfin, entre réglementé et Oui, non réglementé, vous en faites pas, c'est pas très grave, on communique entre nous et, euh, tout à fait. et votre signalement sera traité dans un cas comme dans l'autre, hein. Tout à fait. Voilà donc pour cette présentation et puis moi je reste disponible avec Laure et ma collègue Sophie aussi pour vous répondre sur le côté BSVGV Occitanie et puis sur toutes les questions de santé du végétal en général, que ce soit réglementé ou pas. Et Emmanuel également reste disponible.
On a fini avec la présentation qui a pris un peu plus de temps que prévu, mais on a quand même 2-3 minutes quand même pour prendre des questions. Alors, j'ai pas trop vu beaucoup de questions dans le chat, mais s'il y a des questions, on peut les prendre maintenant. Sinon, vous pouvez tout à fait nous questionner en aparté après coup, voilà, sans problème. euh, Auprès de Laure, de moi, qui est plutôt votre porte d'entrée, ou Emmanuel. Euh, voilà, en attendant qu'il y ait peut-être des réactions dans le chat, dans le module questions-réponses, je rappelle simplement que on a focalisé depuis le début sur des organismes bioagresseurs. On parle de nuisibles, de bioagresseurs, etc. Mais simplement savoir que ces organismes, dans leur pays d'origine, dans leur aire de répartition naturelle d'origine, c'est comme ça qu'on dit, ne sont souvent pas bioagresseurs ou ne causent pas de problème. C'est parce qu'ils sont été introduits volontairement ou involontairement par l'homme que euh, ils n'ont pas de prédateurs dans leur nouvelle aire de répartition, comme en Occitanie par exemple. Et donc c'est pour ça qu'ils se développent et qui se multiplient et qui prédatent le végétal. Et dans leur aire de répartition naturelle, que ce soit en Asie, par exemple pour Xylotrecus chinensis ou Monoxia obesula par exemple aux États-Unis, il n'y a pas de problème sur le végétal. C'est ça qu'il faut retenir. Donc euh, c'est le principe de l'espèce exotique envahissante. Voilà, bon, je vois pas forcément plus de questions que ça. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé pour ce dernier webinaire. On est à votre disposition et surtout, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on reste toujours à votre disposition sur quelques questions que ce soit sur les bonnes pratiques de gestion des espaces végétalisés en Occitanie et sur le sujet du jour. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.